Bonjour et bienvenue tout le monde au forum économique d'El Moudjahid. Nous avons l'honneur ce matin de recevoir l'ex-gouverneur économiste monsieur Abdelrahman Hadj Nasser. Bonjour. Qui va nous parler de la situation de la crise bancaire actuelle qui a mis un vent de panique en milieu bancaire. Monsieur Hadj Nasser, bonjour. Bonjour et merci de m'accueillir. Est-ce que je peux déjà demander pardon à toute cette assemblée d'avoir cru qu'il fallait insister plusieurs fois pour que je puisse venir, mais ma chère puissance invitante m'a dit une fois, est-ce que vous viendriez? J'ai dit oui, mais que personnellement je devais vérifier auprès de mon épouse l'année entre le matin et le soir. Comme je ne contrôle pas trop mon agenda, donc là je vais vérifier auprès du ministère de l'Intérieur si je suis libre. Bon, écoutez, on va confirmer tout ça mercredi. Mercredi, n'ayant eu de confirmation de personne d'ailleurs, je me suis dit, tiens, tout ça a été annulé. Voilà, j'ai rencontré un artiste, on a commencé à parler de sculpture. Lorsque j'ai vu tout d'un coup le nom de notre puissance invitante clignoter, je me suis dit, oh, il y a catastrophe lundi. Donc, Samhani, j'ai juste eu le temps d'aller mettre une veste à peu près propre et de me présenter à vous. Je déteste les retards. Donc, je suis prêt à payer toutes les amendes en qalbelleuse, en zlabia et en me mettant à la coréenne ou à la japonaise, vraiment me pliant. Ça, c'est insupportable, les gens qui ne respectent pas. C'est la moindre des politesses. Vraiment, je suis très très désolé. Samhani, Madera. Voilà. Il est excusé. Très bien. Elle n'est pas excusée. Mais bon, alors, je porte tout sur moi. Donc, tout d'abord, on va essayer de comprendre ce qui se passe et ce qui s'est passé, cette crise bancaire. Vous allez nous éclairer sur cette situation. Ah, écoutez, si j'arrive à vous éclairer, vous allez pouvoir vendre ça très cher. Hein. Parce que pour le moment, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas beaucoup de monde qui arrive à expliquer tout ce qui se passe. Bien sûr, vous pouvez revenir et poser des questions. C'est des matières qui sont simples et très complexes en même temps. Cette crise bancaire a commencé en 1971. Parce qu'en 1971, le Richard Nixon, face à la guerre du Vietnam, a décidé de couper le lien qu'il y avait entre l'or et le dollar. Avant, 1 dollar égale 34, c'était 34 dollars l'once. Ceci est très important parce que l'échafaudage financier international a été construit après la Deuxième Guerre mondiale, notamment pour asseoir la prédominance financière et économique de l'Occident et l'équilibre géostratégique entre l'Occident et l'Empire soviétique à l'époque, ou le système soviétique à l'époque, était basé sur cette règle: on ne touche pas à la valeur de l'or libellé en dollars. Et tous les autres monnaies devaient être fixées par rapport au dollar. Donc c'était un système de change à moitié fixe, puisque évidemment les monnaies pouvaient évoluer entre elles, mais néanmoins avec une assurance qu'en cas de besoin, puisqu'on fixait tout par rapport au dollar, de pouvoir échanger des dollars contre un poids d'or. Bon. Face au poids de la guerre du Vietnam, les Américains ne pouvaient pas tenir cette valeur fixe du dollar en or, et donc ils ont décidé unilatéralement de découpler l'or du dollar. Alors évidemment, tout le monde n'a pas rouspété à l'époque. Pourquoi? Parce que la puissance américaine était à son apogée. En 1971, vraiment, c'était l'apogée de la puissance. Et pour asseoir la valeur d'une monnaie, il faut avoir une puissance matérielle, c'est-à-dire des ressources naturelles en abondance, une puissance industrielle, une puissance agricole,
une puissance de communication, ce qu'on appelle le soft power, et puis bien sûr une puissance militaire. Et à cette époque, les États-Unis avaient tout ça. C'est-à-dire qu'ils nous imposaient leur modèle grâce aux films américains. D'ailleurs, à Alger, à l'époque, quand on était tout jeune, déjà, le héros, on l'appelait le Mericani. C'est pour vous dire à quel point le soft power était puissant. On ne disait pas « Shbab, le beau gosse » ou « l'Ozé » ou « l'Qafz » on disait « le Mericani ». Le Mericani, le frigidaire, Coca-Cola, etc. Tout ça, c'était imposé. Donc, effectivement, face à cette puissance, face à une incapacité de l'Empire soviétique de faire face justement sur un certain nombre, disons, de ces puissances de millefeuilles. Il faut toujours considérer la puissance d'un pays comme un millefeuille. Et donc les soviétiques avaient pour eux la puissance militaire. Point barre. Point barre. Ils n'avaient pas la puissance agricole. Ils n'avaient pas cette puissance industrielle qui pouvait se développer dans tous les créneaux. Donc, ça a commencé donc en 1971. Alors, si je peux remonter juste un peu plus haut, lorsqu'il y a eu la grande crise de 1929, qui était une crise comme la crise actuelle, qui était une crise de l'ultra-spéculation, le président d'alors qui est venu après cette crise, ou disons au moment fort de cette crise, il avait eu une idée assez géniale. Il avait pris le chef de la mafia politico-financière de l'époque, qui n'était autre que le père de Kennedy, et qui avait tant spéculé que finalement il avait fait effondrer les bourses. Et il l'a mis à la tête du Trésor américain. Et il lui a dit, écoute, tu es à l'origine, on va dire, de cette crise, la fameuse crise de 1929, tu vas mettre de l'ordre dorénavant à l'intérieur du système financier. Et effectivement, le chef de la mafia, c'est lui qui a mis de l'ordre. Et donc, il y a pas mal de mesures intéressantes qui ont été prises à l'époque, notamment deux mesures essentielles, la lutte contre le monopole, et donc les grandes compagnies comme American Telegraph, Telephone ont été cassées en plusieurs compagnies. La compagnie, c'est-à-dire Rockefeller, qui maîtrisait toute l'industrie des pétroles, on a cassé cette société en plusieurs entreprises, c'est-à-dire on a recréé les éléments de la concurrence. Donc tout ça a relativement fonctionné. Et puis surtout, dans le système bancaire, on a interdit le cumul de la banque de dépôt et de la banque d'investissement. La banque de dépôt, c'est celle qui recueille votre épargne. La banque d'investissement, c'est celle qui spécule sur les marchés, qui crée. La banque d'investissement et la banque d'affaires, ce sont deux choses un peu différentes. La banque d'affaires, c'est de l'ingénierie pure, c'est-à-dire comment imaginer en permanence des solutions. La banque d'investissement, c'est celle qui prend des participations, tantôt en actions, tantôt en investissement direct, etc. Et donc on a séparé ces fonctions parce qu'on ne peut pas investir ou spéculer ou faire de l'ingénierie compliquée sur la base de dépôt des citoyens. Donc il faut protéger les dépôts, d'où la séparation de fonctions. Donc je reviens un peu plus haut. Donc nous avons eu en 1971, face à la guerre du Vietnam, donc le fait qu'on a séparé l'or qui était la base du dollar, et plus tard, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, à l'époque de Clinton, et Clinton c'est quoi? Clinton c'est la première guerre pour chatouiller les Russes, la Yougoslavie. On a profité de cette guerre pour lui faire signer, c'est-à-dire qu'on a fait une pression énorme sur Clinton qui était contre la guerre et contre une action dans le domaine monétaire et financier dont on paye les conséquences aujourd'hui, qui était de réautoriser la fusion des banques de dépôt et des banques d'affaires, c'est-à-dire de permettre d'utiliser le dépôt des citoyens pour spéculer avec, c'est-à-dire de mettre en difficulté la stabilité monétaire et financière de l'ensemble bancaire. À l'époque, rappelez-vous, le chantage contre Clinton, c'était quand même l'impeachment, c'était l'affaire Monica Lewinsky, c'est-à-dire que et Nixon, c'était l'affaire Watergate, c'est-à-dire qu'on fait une telle pression sur les présidents qu'ils ne peuvent pas ne pas prendre cette mesure
qui, à long terme, est toujours une mesure de destruction. Mais vous savez très bien que les spéculateurs ne sont pas là pour bâtir, ce sont des destructeurs. Donc, les effets des décisions sont toujours différés dans le temps. Donc cette décision de Clinton, on a commencé à voir ses effets beaucoup plus tard. Et notamment, je simplifie aussi à l'islam, sinon il nous faudrait plusieurs journées. Donc on arrive à l'affaire de subprime. L'affaire de subprime qu'on a vécue en 2008, c'est quoi? C'est tout d'un coup, on a commencé à créer des produits financiers qui n'ont aucune base. Des produits financiers, disons, à plusieurs étages, qui fait que à un certain moment, on crée de l'argent qui n'existe plus. Nous sommes totalement dans une économie absolument virtuelle. C'est-à-dire que on vend à perte, on achète à perte, on achète à découvert, on vend à découvert, etc. Ça devient de l'ingénierie pure. C'est l'ultra-financiarisation du monde. C'est-à-dire à un certain moment, les banquiers ont perdu le contrôle des instruments financiers. Et se sont créés, à ce moment-là, des institutions d'un nouveau genre qui ne sont plus des banques, qui ne sont pas des fonds d'investissement classiques, qui sont des nouvelles formes, on va dire, institutionnelles, qui permettent, on va dire, de mettre en place cette économie financière ultra sophistiquée, où ce qui est important, ce sont les modèles mathématiques. C'est l'ingénierie, c'est-à-dire l'aptitude mathématique à créer des produits de deuxième, troisième, quatrième degré, etc., qui fait que le vulgum pecus, le commun des mortels, n'y comprend que dalle. Donc tout est devenu théorique. Donc, à un niveau où on ne contrôle pas. On ne contrôle pas. C'est ainsi que, dans l'affaire de subprime, on a poussé les citoyens américains les plus pauvres à acheter des maisons à un tarif relativement bas, puis un niveau de taux d'intérêt assez bas, et puis les taux d'intérêt ont commencé à augmenter. On est arrivé à des taux d'intérêt de 15%, de 16%, de 17%. Il n'y a aucun citoyen au monde qui sait payer un taux d'intérêt de 17%, ça n'existe pas. C'est ce qu'on appelle le riba. Le riba, c'est très simple. Le riba, c'est ce qui ne couvre pas l'inflation plus le frais de fonctionnement. C'est ça le riba. Mais le taht, c'est pas le riba. C'est le faïda, normal. Enfin, faïda. Maintenant, c'est le coût normal de maintien de la valeur de la monnaie. Bon. À ce moment-là, la décision américaine, plutôt que de dire j'interviens en tant que puissance régulatrice, donc les taux d'intérêt des subprimes, c'est-à-dire les taux d'intérêt qui touchent les citoyens américains les plus faibles, le bas de la classe moyenne, au lieu de les laisser à 18%, 20% et de faire exploser cette catégorie sociale de la nation, au lieu de dire je vais les protéger, tout simplement en tant que puissance régulateur, le taux d'intérêt, moi je le maintiens à 2%, 3%, ce qui permet de sauvegarder cette classe sociale. Ils ont dit non, on va faire exploser les pauvres, c'est-à-dire on va les rendre plus pauvres et on va sauver les entreprises émettrices de ces crédits. C'est ce qui a été fait. La crise de subprime, c'est l'enrichissement des riches et l'appauvrissement des pauvres. Ça, il faut comprendre. Pardonnez-moi d'insister là-dessus. C'est un choix. C'est un choix depuis longtemps qui est de mettre en place, dans le cadre de la mondialisation, une nouvelle société qui est très, très, très hiérarchisée, très pyramidale. Vous avez les 0,1%, Maloul Kanikolou, le 1% de ceux qui commandent des ultra-riches. Mais parmi les ultra-riches, il y a le 10e seulement qui commande. C'est le 0,1%. Donc vous avez le 0,1%, le 1%, puis vous avez les 30%. C'est ceux qui ont l'illusion d'être riches. Et vous avez 70%, c'est l'arabe. C'est ceux qui sont là pour aller à la guerre, qui sont là pour trimer, pour éviter, au-delà de l'appauvrissement, pour éviter la mort, tout simplement, etc. C'est les nouveaux esclaves. Voilà. La guerre de subprime, ça a été un moment de déclenchement de la fabrication de la misère pour avoir à disposition une société qui ne réfléchit plus, qui ne pense plus.
Donc vous avez 70% qui ne doivent plus penser, pour qui la concentration doit se faire sur l'aptitude à subsister. Vous avez les 30% qui se croient riches, qui doivent avoir une peur absolue, c'est de passer à la trappe de ceux qui sont plus pauvres. Donc, ils doivent travailler comme des dingues pour ne jamais tomber dans la classe ou dans la strate de ceux qui, eux, sont véritablement à la limite. Bon, puis vous avez le 1% qui croit être dirigeant, et en réalité, avec 0,1% qui contrôle le monde. Donc, ça, c'est la crise de subprime. Donc tout ça va très bien, évidemment, la mondialisation heureuse, tout le monde doit s'aligner, donc on crée des guerres un peu partout. Pourquoi on crée des guerres un peu partout? Parce qu'il s'agit toujours de contrôler les routes maritimes, de contrôler les routes des matières premières, principalement le pétrole, et puis surtout, surtout de faire peur. Surtout de faire peur. Pourquoi? Parce que le dollar est devenu non pas la monnaie de la puissance économique, mais la monnaie de la peur. C'est-à-dire que le dollar est roi tant qu'on a peur de celui qui émet le dollar. Donc le dollar est passé d'un statut, d'un papier vert qui est le plus puissant au monde, au papier qui est devenu le symbole de la brutalité. Et c'est ainsi que le dollar est passé de la valeur or à la valeur brutale. C'est-à-dire qu'on n'est plus garanti par l'or, mais on est garanti par la capacité de faire mal, par la capacité d'intervenir à n'importe quel moment, à n'importe quel endroit dans le monde. Ça, il faut bien le comprendre. L'argent brutal, ça existe. Comme chez nous en Algérie, l'argent brutal existe. C'est celui qui refuse la loi. Et vous savez très bien qu'en Algérie, il y a des fortunes qui sont faites contre la loi et qui refusent qu'il y ait la loi. Le dollar est devenu l'argent brutal mondial, c'est-à-dire c'est moi le chef parce que sinon j'envoie mes porte-avions. Oui. Donc on a mis en place un système où si jamais on remet en cause la brutalité, le monopole et ce qu'on appelait le privilège exorbitant du dollar, ben on met en cause l'équilibre du monde. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que cette brutalité s'est accompagnée petit à petit d'une arrogance incroyable. Parce que la force du système anglo-saxon, la force du monde dans lequel nous vivons, qui était celle des anglo-saxons depuis près de 5 siècles, c'était ce qu'ils appellent l'habeas corpus, c'est-à-dire le droit commun, le common sense, le fait que on appliquera toujours le droit, notamment le droit de propriété, le droit des affaires, ce qui faisait la force du centre du monde. Et le centre du monde, ce n'est pas New York, c'est Londres, c'est toujours la City de Londres. Ce qui est la force de la City de Londres, c'est le fait que quand on achète quelque chose, ça vous appartient. Parce que les affaires, c'est ça. Et la City a réussi à faire en sorte qu'elle pouvait déléguer n'importe quoi. C'est-à-dire les Américains ont le pouvoir, les Français ont des parties de pouvoir, etc. Mais dans le fond, tous les flux financiers passent toujours par Londres. Pourquoi ça passe toujours par Londres? Parce que Londres, c'est le droit absolu. C'est-à-dire chacun est sûr de retrouver son bien. Or, depuis peu, ce qui vous appartient ne vous appartient plus dans le système anglo-saxon. Pourquoi? Parce que les Américains ont décidé que si vous travaillez en dollars, encore une fois, la force du dollar, c'était qu'on pouvait le changer en or. Dorénavant, si vous travaillez en dollars, la loi qui s'applique, c'est la loi américaine. Ce n'est pas la loi internationale, c'est la loi américaine. Et celle-ci est devenue arbitraire. C'est-à-dire, moi, Américain, je décide que tu ne m'as pas obéi, donc tu payes une amende. Ce n'est pas sur la base d'une règle de droit sur laquelle nous sommes d'accord. C'est sur la base de ma règle à moi qui est l'arbitraire. Et cette règle de l'arbitraire, elle a appliqué à des Occidentaux. Elle a appliqué à la banque, à la BNP, qui a dû payer une amende de 20 milliards de dollars. Je veux dire, ce n'est pas des petites sommes. Hein.
Elle a appliqué à l'Argentine, qui est un pays ami des États-Unis, en mettant en place un fonds vautour. Les fonds vautours, c'est des fonds qui achètent tout dans un pays au moment où ils se sentent mal, à un prix qui est en général du 10e ou même du 20e de sa valeur, de 50 milliards de dollars, qu'ils ont bloqué, que les Argentins ont dû rembourser, enfin bref, pour appauvrir les pays, comme on appauvrit les 70%. Et puis surtout, ils ont décidé de nationaliser. C'est-à-dire, quand on dit à un pays puissant comme la Russie, eh ben, j'ai décidé de garder par devers tout contrat les réserves de la Banque centrale. On ne joue pas avec les réserves de la Banque centrale. Donc, à ce moment-là, les États-Unis ont commencé à détruire la base même sur laquelle reposait le système anglo-saxon. C'est-à-dire l'idée qu'il y a un droit. Ça a été très loin. Des oligarques russes ennemis de Poutine ont été nationalisés. Donc il n'y a plus du tout de droit. Mais où va-t-on si tous les voleurs du monde entier qui ont piqué dans la caisse de tous les pays, qui ont rentabilisé leur argent aux États-Unis, en France, en Angleterre, qui sont des pays de recel, ne peuvent plus garder leur argent? Quand on déstabilise même les grands voleurs, je veux dire, à ce moment-là, vous n'avez plus aucun défenseur. Évidemment, le citoyen honnête, lui, il dit oui, de toute façon, gars, c'est rien. Mais même le malhonnête qui a investi et qui travaille pour vous, parce que c'est un président bidon d'un pays bidon qui a passé son temps à voler, qui a mis tout son argent lui-même, il perd confiance. Il n'a plus envie de vous soutenir. C'est-à-dire que l'équilibre mondial qui reposait sur le dollar, la capacité de brutalité des États-Unis, sur une espèce de corruption généralisée, avec tous les flux organisés pour qu'ils transitent par par Londres, tout ça s'effondre parce que plus personne n'a confiance. C'est fini. L'honnête n'a pas confiance. Le malhonnête n'a pas confiance. L'ami n'est plus un ami. L'ami de l'ami n'est pas forcément un ami, c'est un ennemi. C'est un processus cumulatif. À ce moment-là arrive la guerre d'Ukraine. Bien sûr, tout le monde connaît les raisons de la guerre d'Ukraine, mais les raisons de la guerre d'Ukraine, ce n'est pas... Bien sûr, il y a l'OTAN, etc. On connaît tout ça. Je veux dire, l'OTAN ne s'est pas arrêté et tout. Mais la vraie guerre de l'Ukraine, c'est le maintien, ou pas, du dollar et de son privilège exorbitant. La guerre de l'Ukraine, c'est la remise en cause, non pas du privilège exorbitant du dollar, mais du monopole du dollar. Mais ceci a des conséquences qui sont inimaginables. Vous m'arrêtez quand vous voulez. Hein. Moi, j'allais revenir directement sur... Vous avez parlé des États-Unis, et actuellement, cette puissance dont vous parlez, elle est déstabilisée. Plusieurs banques ont déclaré faillite, et dans la plus importante, Silicon Valley Bank. Voilà, donc les choses commencent à se présenter aujourd'hui. Et quel impact sur le marché et les autres banques du monde, le monde entier, et entre autres la GEM? C'est-à-dire, aujourd'hui, ces jours-ci, il y a un problème de remboursement de la dette américaine, la dette de l'État américain. La dette de l'État américain, elle est de 31 000 milliards de dollars. Elle a un plafond légal. Donc, pour pouvoir rembourser, l'État américain doit s'endetter davantage. Donc, il faut qu'il dépasse le plafond. Donc, il faut l'accord du Sénat, du Congrès, etc. C'est pas évident. Bon, c'est pas évident. Mais il faut toujours revenir aux vrais chiffres. Ce chiffre, vous ne le trouverez pas dans les documents officiels. Mais la vraie dette américaine, elle est de 200 000 milliards de dollars. Le produit américain, c'est-à-dire le PIB ou le PNB, etc., c'est de 22 000 milliards de dollars. 25 000 milliards de dollars, si on veut exagérer, être très très sympathique, etc. Il n'y a aucune possibilité
pour quelqu'un, un individu qui produit 20, de rembourser 200. Ça n'existe pas. Il faut qu'il vive 10 fois. Ça n'existe pas. D'abord, pour pouvoir rembourser, il faut qu'il vive, donc il faut qu'il consomme une partie de l'argent qu'il produit. Vous voyez, donc ça n'existe pas. Si on ne peut pas rembourser cette dette, ça veut dire qu'on tombe en faillite. Or, l'Amérique ne peut pas tomber en faillite. C'est pas l'Algérie, c'est pas la France. Elle ne peut pas tomber en faillite parce que le monde entier tombera en faillite. Oui. C'est un problème qui est très très difficile à régler. En général, quand on a dans cette situation, il y a deux façons de s'en sortir. L'hyperinflation, c'est-à-dire une inflation à 3 chiffres où la banque centrale n'existe plus, mais ce qui est une situation qu'on peut toujours gérer. Vous avez plusieurs pays qui sont passés par des inflations à 3 chiffres. Vous avez des pays qui savent gérer ça et s'amuser de ça, comme la Turquie, le Pérou. Ils ont des habitudes de jongler avec l'inflation à 3 chiffres parce que ça permet on va dire, de changer les équilibres internes. Bon. Et puis il y a la guerre. Quand il y a des inflations à 3 chiffres, il y a aussi la guerre. C'est le cas de l'Allemagne. C'est le cas de l'Allemagne. Il faut toujours se rappeler où les Allemands allaient faire leurs courses avec des brouettes pleines de billets de banque et de timbres-poste, etc. Et ils avaient des timbres-poste 50 milliards de yens. Hein. Je veux dire, il faut se rappeler cette époque. Ça mène toujours à la guerre. Et nous sommes dans cette situation. Donc, nous sommes dans cette situation, elle se fait par étapes. Parce que, je reviens, je veux dire, ce que vous avez constaté avec la Silicon Valley, ce n'est rien. Ce n'est rien. Ce n'est pas encore le bank run. C'est-à-dire qu'il n'y a pas encore les citoyens qui se précipitent vers les guichets des banques pour retirer leur argent. Ce n'est pas encore le cas. Ce n'est pas encore le cas. Aujourd'hui, personne ne veut de la méga crise, à commencer par les Chinois et par les Russes. Parce que vous ne pouvez pas vous autoriser, quand vous êtes Chinois et Russes, l'effondrement américain. Les Américains le savent. Ils font la guerre, mais ils font une guerre au détriment des Ukrainiens pour se sauver eux-mêmes. Ils font une guerre au détriment des Européens pour les piller. Parce que pour maintenir le niveau de vie américain, vous devez trouver des réserves. Aujourd'hui, les besoins américains sont tels que ça ne sert à rien d'aller piller le Venezuela. C'est trop petit. Donc il faut aller prendre l'argent des Allemands et des Japonais et de tout ce qui est disponible. C'est-à-dire les pays qui valent quelques milliers de milliards et non pas quelques dizaines ou quelques centaines de milliards. Donc l'enjeu de la guerre d'Ukraine est d'une part pour les Américains de regrouper tous les Européens, mais de le coloniser, de piller ce qu'il y a à piller et de les obliger à acheter très cher le gaz, le pétrole chez eux, de se réindustrialiser à leur détriment, puisqu'on parle même de la délocalisation, cette fois-ci vers les États-Unis, d'industrie allemande, d'industrie italienne, d'industrie japonaise, qui sont les 3 pays encore un peu industrialisés. Et donc cette guerre est nécessaire parce qu'elle permet ce type de restructuration. Par contre, du côté des BRICS, on va dire, l'idée c'est d'une certaine façon, c'est que cette guerre ne précipite pas trop les choses, qu'elle serve à cette restructuration, mais dans le temps, pour qu'il n'y ait pas de chute brutale des Américains, pour qu'il n'y ait pas cette situation où les Américains sont obligés d'une certaine façon d'appuyer sur la bombe atomique parce que sinon ils disparaissent du jour au lendemain. C'est difficile à comprendre tout ça, c'est difficile à admettre même, c'est difficile à admettre. Bon, mais ça se fait petit à petit. Il ne faut pas trop regarder les télévisions parce qu'il n'y a plus que de la propagande. Dans le monde entier, il n'y a plus que de la propagande, il n'y a plus d'information. Les journaux papier, je ne suis pas dans le meilleur endroit du monde pour les critiquer,
il n'y en a plus beaucoup qui donnent de l'information. Donc il faut aller chercher l'information un peu partout dans le monde. C'est pas facile du tout. C'est pas du tout facile. Donc aujourd'hui, ce que l'on voit, ce que l'on a vu de la Silicon Valley, du Crédit Suisse, de la Deutsche Bank, ce sont des crises d'une certaine façon voulues pour habituer les gens au fait que nous ne sommes plus dans la stabilité intérieure. Ce ne sont pas des crises totalement subies. Parce que si c'était une crise systémique subie, il n'y a plus rien qui tiendrait dans tout le monde occidental. Donc, les Chinois sont aujourd'hui dans une démarche relativement soft, où ils disent nous voulons la paix en Ukraine, nous soutiendrons un tout petit peu la Russie, mais en même temps nous sommes les amis des Américains, mais parce que ce sont les plus grands créanciers des Américains. Donc ils essayent de gérer le monde dont ils vont hériter. Assez sagement, comme eux, comme les Russes, ne veulent pas d'un monde multipolaire sans les Américains, ni les Occidentaux. Donc ils essayent plutôt de gérer ces crises bancaires et financières de sorte à ce qu'il y ait un minimum d'équilibre. Et nous avons tous intérêt, nous par exemple, nous en tant qu'Algériens, qui avons dans la génétique le non-alignement, nous avons toujours intérêt à avoir un système multipolaire pour que nous puissions naviguer, on va dire, entre les différents pôles. Parce qu'il n'y a pas, il ne faut pas se faire d'illusions. Il n'y a pas les Chinois, ils vont défendre leur intérêt demain, et les Russes défendent leur intérêt comme les Américains ou les Anglais ou les Français défendent leur intérêt. C'est à nous de défendre nos intérêts. Donc ce que nous assistons aujourd'hui dans la crise bancaire, ce n'est pas encore une crise systémique mondiale, ce sont des crises temporaires, régionales, voulues, pour permettre l'ajustement structurel par étape de l'Occident. Mais le problème qui se pose, c'est que les structures administratives, les banques centrales, n'ont pas véritablement pris la mesure de la crise. Je voudrais juste, je vais vous repasser la parole, dire une chose. Aujourd'hui, il y a des instruments de folie. Quand vous prenez BlackRock, quand vous prenez Vanguard, quand vous prenez Citi, quand vous prenez ce type de nouveaux fonds, ils sont une dizaine, ils pèsent à eux seuls 50 000 milliards de dollars. Vous savez, est-ce qu'on peut imaginer ce que c'est que 50 000 milliards de dollars? C'est 2 fois la valeur du PNB américain. C'est-à-dire que celles-là n'obéissent à aucune structure de régulation. Il n'y a pas de banque centrale. Il n'y a pas d'instrument de régulation. Ce sont des armes qu'on a mis en place. Quand je vous ai parlé de millefeuille tout à l'heure, ça c'est une nouvelle couche qui a été rajoutée dans l'hyperfinanciarisation. C'est une arme pour faire la guerre. Parce que quand vous avez un fonds de 10 000 milliards, comme c'était le cas de BlackRock, aujourd'hui il a baissé, il est à 8 000 et quelques, quand vous avez 8 000 milliards, mais enfin, on pèse combien là-dedans? Je veux dire, ils peuvent nous acheter 100 fois. Enfin, on pèse 160 milliards, allez, plaisantons pas. Ils peuvent nous acheter combien 40 fois. Enfin, on ne s'en rend pas compte. Il y a Hadou, c'est des fonds. Voilà, quand je vous ai parlé par exemple, c'est une façon ce sont des instruments qui permettent de racheter, par exemple, l'Europe, si c'est nécessaire. Mais avec la monnaie de singe, puisque le dollar est devenu une monnaie de singe. Voyez. Quand on rachète l'Europe, ça veut dire qu'on va prendre toutes les usines et on va les mettre aux États-Unis. C'est ça, racheter. On redélocalise brutalement. Parce que les États-Unis peuvent rebondir. C'est un pays qui est entre 2 océans et qui a toutes les ressources naturelles qu'il faut. Il faut une nouvelle forme de politique industrielle intelligente. Après, est-ce qu'ils ont les élites capables d'avoir une politique industrielle intelligente? Je ne sais pas. Ils se sont trop axés sur l'industrie financière, se sont trop axés sur quelques armements et pas suffisamment sur l'industrie mécanique. Donc ces instruments, aujourd'hui, les BlackRock et compagnie, personne ne les contrôle. Qui contrôle véritablement BlackRock? Qui contrôle aussi les fameuses GAFAM, qui sont aussi des instruments de guerre?
Alors évidemment, on dit les États profonds, mais les États profonds, moi je ne sais pas ce que c'est. Personnellement, moi j'en ai parlé dans un article en 2014 qui s'appelait La lente agonie du dollar. Donc maintenant, ce n'est pas une nouvelle histoire, la lente agonie du dollar. On ne sait pas ce que c'est que l'État profond. L'État profond, c'est quoi? C'est des oligarques, plus des services secrets, plus quelques anciens dirigeants qui se réunissent entre eux et qui considèrent qu'ils sont, eux, la permanence d'un pays ou la permanence d'un système. Ces gens-là ne rendent compte à personne, on ne sait pas où ils vont, parce que pour eux, le timing n'est pas le même que pour vous. Il n'y a pas d'élection, il n'y a rien. Ils se sont autoproclamés. Effectivement, ils gèrent le monde partout. Partout dans tous les pays, maintenant, vous avez des instruments qu'on appelle les États profonds. Donc, les structures, on ne sait pas. On ne sait pas qui les contrôle, d'où ils reçoivent leurs ordres, à qui ils rendent compte. Et ce qu'on sait maintenant, c'est que les crises qu'on voit sont des petites crises, vraiment, c'est des toutes petites crises pour permettre au système de s'habituer éventuellement à la méga-crise qui va venir. Donc la méga-crise n'est pas encore venue et ça n'aboutit pas, ça n'amorce pas ces faillites et des banques et tout, ça n'amorce pas à une crise mondiale. Donc on peut dire que le monde est à l'abri, y compris certainement notre pas, pays. certainement pas. Non, le monde n'est pas à l'abri, pas du tout. Au contraire, c'est des méga-crises qui essayent d'adapter. C'est-à-dire, c'est de l'entraînement. Préparé. On prépare les gens, pas nécessairement à la méga-crise, on les prépare pour essayer d'éviter la méga-crise. C'est-à-dire, on sacrifie à chaque fois un pion. Le Crédit Suisse, on sacrifie des pions, Deutsche Bank, etc., pour que les autres se préparent à une méga-crise. C'est pas parce qu'aujourd'hui, dans la guerre, à travers la guerre, vous avez diverses monnaies qui se bagarrent. Vous avez la monnaie brutale, dont on a parlé, le dollar. Vous avez le projet des BRICS qui est de mettre en place, on va dire, une monnaie matérielle, dans le sens où elle est basée sur la création de valeurs matérielles et sur des ressources minérales. Donc, grosso modo, l'industrie, le commerce et les ressources du sous-sol. Ça, c'est le projet des BRICS. C'est pas encore clair. Et puis, vous avez la monnaie type Bitcoin. Qui est je ne parle pas de la monnaie numérique. Ce sont deux choses différentes. Les monnaies type Bitcoin, ce sont des monnaies à traçabilité absolue, à transparence totale. Donc, la monnaie brutale, c'est la monnaie de l'opacité absolue. Oui. La monnaie matérielle, c'est une monnaie qui est semi-traçable, parce que vous avez des États qui refusent d'être soumis à l'argent. Le Bitcoin, c'est peu importe l'État, peu importe la structure que vous voulez, nous on a un système de traçabilité absolue. C'est un début de combat. Nous sommes au début de cette vraie guerre mondiale. Celle-là n'est pas représentée par la géographie habituelle. Là, il faut oublier États-Unis, etc. Ce sont des logiques très au-dessus des États. Donc ça, vous voyez, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut considérer la guerre dans laquelle nous sommes comme étant une guerre de préparation au nouveau monde qui n'est pas encore dessiné. Donc vous avez parlé des BRICS. Moi, je voulais revenir sur les propositions des BRICS pour renforcer le système monétaire mondial. Les BRICS, leur proposition est simple. C'est ça, c'est de revenir à la valeur de l'être humain, à la valeur travail d'une part, c'est-à-dire la production matérielle, industrielle, à la valeur du sous-sol, donc ce que nous offre cette terre qu'on n'arrête pas d'exploiter. C'est un système qui n'est pas encore au point, parce qu'il faut bien se rendre compte que la puissance de la Chine, c'est l'industrie et puis surtout du commerce. Les Chinois sont des commerçants nés depuis l'éternité, d'où la route de la soie. Et comment vendre, produire, vendre. Donc Rouma, ils ont une logique, c'est de vendre au maximum. La logique russe
comme je dirais d'une certaine façon la logique algérienne, toutes choses étant égales par ailleurs, c'est plutôt la défense du territoire, c'est-à-dire la défense du sous-sol, c'est-à-dire la valorisation de l'héritage matériel et non pas la capacité commerciale. Ce sont des logiques différentes, attention. Hein. Dans la logique commerciale, vous avez le multiplicateur. La logique matérielle, c'est comme un peu Bretton Woods, c'est-à-dire 34 $ l'once, point. Ça a un avantage. C'est un avantage, c'est-à-dire que vous ne pouvez créer que par rapport à la valeur physique que vous avez. La logique commerciale, vous êtes dans le multiplicateur. Bon, vous savez, dans la monnaie, il y a toujours un multiplicateur. Donc, plus vous commercez, plus vous pouvez multiplier la valeur. Donc, ce sont des logiques différentes. Tout ça n'est pas au point. C'est pas au point. Donc, quel type de monnaie internationale c'est pas au point. Et honnêtement, il ne faut pas trop se précipiter. Il faut trouver une place au monde occidental. Nous n'avons pas intérêt à sa disparition. Nous avons intérêt à ce qu'il paye le prix. Ça, c'est clair. Par exemple, nous, vous savez, moi, en m'amusant, j'ai fait une facture de ce que la France aurait dû nous payer. J'aboutis à 1200 milliards de dollars. Enfin, quand même, je veux dire, ça, c'est juste en comptant à partir de 1832. Hein. Bon, 1200 milliards de dollars, c'est pas rien, hein. C'est la moitié du PIB français. Donc, bon, il est normal qu'on paye. Quand on a créé un problème, il est normal qu'on paye. Ou on va en prison, ou on paye une amende. C'est la logique. Mais il faut trouver l'équilibre. Ça ne sert à rien de faire payer quelqu'un en le tuant. Ça ne sert à rien. Et puis, il y a de l'ingénierie, il y a de la puissance, il y a de l'histoire. Je veux dire, ça ne disparaît pas d'un coup. Hein. Donc, il faut trouver un équilibre. Donc, c'est pas encore clair. Les économistes, les dirigeants du monde, je parle des Chinois par rapport aux Russes, n'ont pas toujours les mêmes intérêts. Il faut faire attention. C'est pas du tout les mêmes logiques. Hein. Ils ont aujourd'hui des intérêts convergents pour le moment. Parce que les États-Unis n'ont pas admis de passer du monde unipolaire au monde multipolaire. S'ils l'avaient admis à temps, on serait sur la table de négociation entre les trois grands. Quand même, cette situation a créé un déséquilibre dans le climat de l'investissement, puisque la faillite déstabilise les investisseurs, les grands investisseurs, et sachant que la banque américaine spécialisée dans les startups quand même. Donc à l'avenir, il y aura comment se présentent les choses. Vous savez, c'est toujours pendant les guerres qu'on investit. C'est toujours. Normalement, pour nous, c'est une chance exceptionnelle. Exceptionnelle. C'est-à-dire ? Par exemple, toutes les industries d'engrais, toutes les industries de pétrochimie allemandes devraient être en Algérie ou italiennes. Le verre, prenez toutes les industries du verre, chimie, pétrochimie, engrais, tout ça, mais elles devraient tout être ici. Puisque nous, sur ce plan-là, nous ne sommes pas un pays défaillant, nous ne sommes pas un pays qui pouvons être déséquilibrés par cette crise internationale, puisque dans le fond, on n'a pas d'argent, donc on n'est pas dans la crise. Par contre, nous avons du gaz, de la main-d'œuvre à bon marché, le gaz à très bon marché, etc., etc. Mais pour nous, c'est une opportunité, mais qui est exceptionnelle, qui ne se reproduira pas avant 1000 ans. Alors, ne me demandez pas pourquoi ils ne viennent pas. Mais si vous ne me le demandez pas, je vais vous le dire quand même. Si. C'est parce qu'il faut un environnement juridique stable. Il faut attirer les gens. Il faut faire un peu la danse du ventre. Personne ne vient tout seul. Il ne s'agit pas de dire, écoutez, je vais vous vendre le pétrole pas cher. Il s'agit de dire, écoutez, la loi va vous protéger et je vous garantis que je ne vais pas la changer avant 20 ans. Et puis, il va y avoir personne sur la route pour vous demander, je voudrais 10 centimes, sinon je ne vais l'autorisation, je voudrais rajouter 10 € parce que sinon vous n'avez pas telle autorisation. Ça tue l'investissement. Vous voyez, donc aujourd'hui, nous sommes dans cette situation. Elle ne se représentera pas de nouveau. Quand les gens viennent, à juste titre, par exemple l'État algérien dit aux Allemands, il faut mettre de l'argent
dans la recherche pétrolière et gazière si vous voulez avoir votre part. C'est juste ça, c'est juste. Mais aujourd'hui, si nous voulons avoir notre part, il ne faut pas penser comme avant en termes de rente, c'est-à-dire que la rente de l'État algérien est de temps sur chaque mètre cube de gaz. Non, c'est pas comme ça. Aujourd'hui, il faut changer complètement sa façon de penser. Moi, j'ai pas de problème. N'importe qui peut venir faire des recherches en Algérie. Ce qui m'importe, c'est le partage de la valeur. C'est-à-dire, quand on découvre un mètre cube de gaz, il faut qu'il y ait au minimum la moitié de la valeur engendrée par ce gaz, c'est-à-dire que ce soit de la chimie ou de la pétrochimie ou peu importe, qui soit dans ce pays. Voilà, je vais exporter que du brut. Moi, ça n'a pas de sens. Quand je dis la moitié de la valeur, ça veut dire que quand je fais un accord avec l'Italie ou avec l'Allemagne, moi je veux que la moitié du système de formation soit en Algérie, la moitié des laboratoires de recherche soit en Algérie, la moitié des usines soit en Algérie. La moitié des ingénieurs utilisés dans les recherches soient des Algériens, etc. Je veux dire, c'est ça le partage de la valeur. Je rentre dans un processus d'apprentissage. Les Chinois, ils ont fait ça. Vous voulez le marché chinois, il n'y a pas de problème. Vous voulez me vendre des avions. Moi, je veux fabriquer des avions Airbus. Pas les avions, pas le montage. Je veux fabriquer, je veux avoir ce qu'on appelle les bleus, c'est-à-dire les plans de base. Quand j'ai les plans, tu peux copier et améliorer. Donc, dans cette période qui est une crise ailleurs, les grands n'ont qu'à se bagarrer entre eux, c'est leur problème. Nous devons rester dans ce qu'on a hérité, qui est le plus cher pour nous, qui est le non-alignement, l'équilibre. Et nous devons tirer profit de cette génétique chez nous pour la mettre aussi à l'intérieur. Nous devons créer un système d'équilibre interne qui fait que les investisseurs, qu'ils soient chinois, allemands, ou peu importe, ou américains, qui se sentent à l'aise pour venir ici, mais qu'en même temps, cela nous profite en termes de valeur ajoutée, pas en termes de rente. L'argent est destructeur. De toute façon, l'argent n'existe pas. L'argent est un leurre. L'argent, ce n'est qu'un leurre. L'argent, c'est quoi ? C'est le fait qu'on est d'accord que 10 dinars valent 10 dinars. Ce n'est que du papier. Par contre, votre travail, ce n'est pas du papier. Donc, pour nous, c'est une opportunité exceptionnelle. Vous voyez, la crise, c'est une crise mortifère pour la France, par exemple, qui n'a pas d'industrie, qui doit aujourd'hui réfléchir. Quel est l'avenir de la France ? Elle a un avenir agricole, elle a un avenir touristique. D'accord, mais industriel, il ne reste pas grand-chose. L'Italie, il n'y a pas de problème. Quelque chose qui est différent de l'Allemagne. L'Italie, c'est l'Allemagne aussi. L'Allemagne, c'est les machines-outils. L'Italie, c'est un pays extrêmement industriel. L'Italie, attention, c'est le pays le plus sérieux après l'Allemagne. Donc, vous voyez, cette crise bancaire, elle est intéressante pour nous. Nous sommes relativement protégés en termes bancaires parce que le système financier algérien n'existe pas, parce que c'est un système administratif. Pourquoi c'est un système administratif ? Parce que le système financier algérien ne donne pas du crédit en fonction de la rentabilité du projet, mais donne du crédit en fonction d'un coup de téléphone. Donc, vous voyez, on n'est pas dans un système lié au reste du monde. Par ailleurs, comme nous n'avons pas de problème d'équilibre financier international, donc on n'a pas de problème. C'est du dinar versus dinar. Donc nous sommes relativement protégés. C'est une bonne opportunité. C'est une bonne opportunité. D'ailleurs, il y a eu des négociations que j'ai trouvées intéressantes, qui ont bien commencé avec les Chinois ou avec les Allemands. Mais je pense qu'il y a un problème, il faut aller plus loin en termes d'ingénierie, voilà, en termes de modalité. Vous avez quelqu'un qui essaie... Oui, on va essayer. Oui, bonjour. Alors, ma question concerne un peu le constat que vous faites. Vous considérez que ce n'est pas un effet systémique, mais en même temps, il y a une contagion. Vous dites que l'Algérie est à l'abri parce qu'on n'a pas un système financier lié au système global, mais il y a eu déjà un impact sur le pétrole. Donc nous sommes liés par le pétrole au reste du monde. C'est notre richesse. Et puis ma deuxième question,
nous sommes dans un contexte international spécifique, donc on vient de sortir de la crise, d'une crise sanitaire mondiale, il y a une hyperinflation mondiale, donc est-ce que ce n'est pas des facteurs qui risquent d'aggraver cette situation? Merci. Vous prenez d'autres questions? Vous répondez directement. Non, je vous remercie pour cette question plus que pertinente. Oui, bien sûr, j'ai dit qu'on était relativement protégé. Je parlais du système financier. Je n'ai pas parlé d'économie algérienne. Pas du tout. Et pour vous dire à quel point on ne peut pas parler de marché. D'abord, le marché invisible, la main invisible, tout ça, ça n'existe pas. Le marché est toujours orienté, organisé. La preuve dans le domaine du pétrole, ils ont décidé hier, en dehors de toute réunion de l'OPEC, de réduire la production de pétrole. Mais on est en guerre. C'est-à-dire que l'OPEC Plus a décidé d'appuyer sur le champignon d'une certaine façon, parce que vous avez des acteurs comme les Émirats qui ont besoin d'un pétrole à 100 et quelques dollars le baril. Mais vous avez aussi, on va dire, la réflexion de cet ensemble qu'il faut accélérer un peu la décomposition du monde occidental pour éviter que la guerre physique ne s'étende. C'est-à-dire il faut appuyer un peu plus sur le champignon économico-financier pour éviter le champignon nucléaire. Je schématise. Effectivement, à 100 et quelques dollars, les dirigeants se disent « Oh là, on n'a pas affaire qu'à la folie de Poutine, entre guillemets, on va dire la folie de Biden. On a affaire à tout le monde arabe qui est avec lui, on a affaire à la Chine, etc. Il faut revenir à la table de négociation et trouver un équilibre. » Bon. Néanmoins, nous ne sommes pas, nous, à l'abri, évidemment, d'un pétrole à 40 dollars ou à 25 dollars, où on a même vu, pendant la crise du Covid, un pétrole à valeur négative. Mais la faiblesse de l'Algérie, on la connaît. C'est un pays qui n'a ni industrie, ni agriculture, qui n'a rien. Mais ça parce que mais nous avons refusé, nous, d'être autonomes en matière de réflexion. Nous avons refusé. C'est-à-dire, est-ce que nous sommes incapables aujourd'hui de produire la nourriture dont on a besoin? Non, nous sommes... Non, pas du tout. Pardon? Pas du tout. Les oignons à 300 dinars, bien sûr. Mais c'est un phénomène connu. C'est un phénomène connu. C'est-à-dire qu'ici, il y a un refus, mais systémique, depuis... qui n'est pas dû à la période actuelle. 62, vous savez, l'autogestion en 62, ça a été un succès énorme. Nous avons eu la plus belle récolte de tous les temps en matière de production de céréales, en 62. Quelle a été la décision géniale du gouvernement de l'époque? Ça a été de nommer un directeur administratif dans chaque domaine autogéré. L'année d'après, il n'y avait plus de production. Donc, est-ce que ça a été voulu pour casser la production agricole? Est-ce que c'est un accident de l'histoire? Le résultat, c'est que depuis 1963, nous ne savons plus produire du blé comme nous le faisions avant. Parce qu'entre-temps, quand vous détruisez la machine à produire, ce n'est pas le fait que l'amitié a disparu. Vous avez détruit le savoir-faire de ceux qui savent. Aujourd'hui, on en est encore à des taux de rendement agricole qui sont ridiculement bas. Et ce n'est pas des ministres qui peuvent changer le taux de rendement agricole. C'est un système d'apprentissage cumulatif de famille. Vous avez aujourd'hui des abandons de famille, pas au sens où on l'entend, vous avez des familles qui abandonnent la terre, mais ça ne se reproduit pas, ça. C'est-à-dire, c'est pas à l'école d'agriculture qu'on apprend à travailler la terre, on apprend la théorie. En tant que pétrochimiste, on sait ce que c'est que produire l'engrais. Tous ces processus désaccumulatifs depuis l'indépendance, je vous prends l'industrie algérienne. Il y a eu les expérimentations hasardeuses, mais on a appris aussi à devenir ouvrier. On n'a pas appris juste à gaspiller de l'argent. Et puis il y a eu
le rééquilibrage des systèmes économiques et industriels, c'est-à-dire comment rentabiliser les expérimentations. Les gens disent beaucoup de mal de la période Chadli, mais je ne parle pas des individus, je parle de cette période où il y avait des compétences. Il y avait des compétences à tel point que les Big Six, c'est-à-dire les grands cabinets d'études internationaux à l'époque, en 1989, 88, 89, oui, sur la base d'une commande de la Banque mondiale, ils avaient fait l'audit de tout le secteur public. Ils ont conclu, tout secteur public confondu, que l'Algérie est un pays du seuil. Un pays du seuil, c'est-à-dire que c'est un pays qui a suffisamment appris pour devenir autonome. Autonome en termes industriels, autonome en termes de savoir faire de la maintenance, de savoir créer des usines, etc. Pour, je veux dire, à l'époque, faire une raffinerie ou faire une unité de production d'électricité, c'est pas sorcier, ça on savait le faire. Hein. On n'importe quoi d'ailleurs. Les années 90, évidemment, il y avait la guerre et on a détruit le patrimoine industriel. Les années 2000, ça a été non seulement la destruction du patrimoine, mais la dilapidation de la capacité humaine, puisqu'on a vu la disparition. Donc, tout cela fait qu'aujourd'hui, nous avons 45 millions d'habitants, mais nous n'avons plus le savoir-faire pour pouvoir se nourrir, pour pouvoir construire des bâtiments, pour pouvoir faire des ponts, etc., etc. Par exemple, en matière de ponts, en matière de béton précontraint, l'Algérie était un des premiers pays dans le monde. Je garantis, nous étions un des premiers pays dans le monde. Je parle de ça des années 80. Il y avait des domaines où nous étions, je ne vais pas dire à la pointe, en informatique, on a été un des premiers pays qui avions investi dans ce domaine. Avant l'Inde, il y a Mohamed Sidi. Avant l'Inde. C'est ça, notre risque systémique, c'est celui-là. C'est-à-dire que, évidemment, je vous ai dit, on est protégé contre le système bancaire. On n'est pas protégé contre la crise internationale, puisqu'aujourd'hui, si on ne vend pas de pétrole, on ne mange pas. Oui, ça, on est d'accord là-dessus. Mais si on ne libère pas, si on continue à avoir des réflexes strictement administratifs, et on a toujours des réflexes administratifs. Pourquoi? Parce que vous avez toujours, au moment où quelqu'un produit, on va dire « Ah, je vais lui nommer un directeur administratif. » Parce que, qui fait il prend une initiative, le problème c'est ça. C'est que n'importe quel petit sous-directeur dans une mairie quelconque, il dit qu'Anadoula. C'est que aussi la puissance publique a un rôle à jouer dans l'enseignement de crise. Je ne voudrais pas trop rentrer dans le quotidien. La gestion de l'Algérie d'aujourd'hui, c'est trop compliqué. Nous ne sommes toujours pas sortis des années 90. Vous savez, quand vous mettez en prison 6000 cadres, et vous créez un système cumulatif négatif. C'est-à-dire, dans le fond, les honnêtes partent, les malhonnêtes savent qu'ils vont finir en prison, donc ils se servent au-delà de... etc. etc. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où il faut trouver, on va dire, le point de rupture pour sortir de la logique cumulative négative pour aller vers une logique cumulative positive. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est accepter la liberté de faire. Moi, je n'ai pas suivi ce qui se passe depuis 2 ou 3 ans. J'arrive pas. Moi, en économie, je suis devenu bloqué. Vous aurez remarqué que j'interviens beaucoup politiquement parlant, que j'interviens pas économiquement, parce que la logique économique me dépasse. Elle me dépasse. Le khatar, je veux dire, il y a des choses fondamentales. Oublions la hkaya hadi. Ce n'est pas qu'un problème. Je ne suis pas en train de ne pas vouloir aborder la corruption. Parce que j'ai travaillé dans beaucoup de pays. Croyez-moi, j'ai travaillé au Kazakhstan, j'ai travaillé au Yémen, bien sûr, j'ai travaillé en France, en Belgique, au Maroc, en Mauritanie. J'ai travaillé dans des endroits très différents. La corruption
existe partout. Ce n'est pas ça la raison. La corruption, c'est toujours de la trahison. Ce n'est pas ça le problème fondamental. Le problème fondamental, c'est la liberté. La liberté d'entreprendre, la liberté de faire. Or, la liberté a besoin d'un État fort. C'est la définition de l'État fort qui pose problème. Un État est fort lorsqu'il sait gérer la liberté. Un État fort qui concentre et qui centralise tout est un État qui devient faible. Cette équation est compliquée à mettre en place. Et je terminerai par quelque chose qu'il faut bien comprendre. C'est-à-dire que l'économie repose sur un postulat simple qui est l'équilibre des prix. L'équilibre général des prix. L'équilibre général des prix, c'est que vous payez tout à sa juste valeur. Or, nous n'avons pas d'équation de prix FZER puisque l'essence, enfin, je veux dire, il n'y a pas de prix libre. Donc effectivement, dans ce cas de figure, Al-Basra, elle peut atteindre le prix de 1000 dinars, provisoirement. Parce qu'il y a eu un moment de rupture dans la production d'Al-Basra, parce qu'il n'y a pas en général de prix. Ce qui fait que la régulation, bien sûr, la régulation n'est possible que quand il y a un État fort. Mais l'État fort signifie ne jamais intervenir directement. Un État qui intervient n'est pas un État fort, c'est un État faible. Un État ne peut pas intervenir partout. Parce qu'il y a 45 millions d'habitants. Il peut vous pouvez avoir toutes les caméras du monde comme en Chine, vous ne pouvez pas intervenir partout. C'est pour ça qu'il y a des éléments avec lesquels on ne doit pas s'amuser, comme par exemple l'équilibre général des prix. Si vous libérez les prix, vous libérez les salaires, évidemment, vous ne pouvez pas libérer le prix de l'essence et laisser des salaires aussi bas. Enfin, vous comprenez, l'équilibre général des prix concerne tous les prix, et notamment, le plus important, c'est la valeur du travail. Il faut valoriser le travail, il faut valoriser le travail réel. Il faut aussi autoriser la richesse. Vous ne pouvez pas interdire la richesse parce que de toute façon, elle s'accumule en cachette et ça devient un élément de déstabilisation. Donc si vous n'acceptez pas certaines règles économiques de base, vous aboutirez au prix de l'oignon. Je vous signale que pendant la période de Boumediene, moi j'ai l'âge qu'il faut, Wallahi, je me souviens, à l'époque la voiture de la nomenclatura c'était les R16, bleu ciel, une couleur très moche pour une voiture. Je me souviens très très bien, dès que j'étais choqué, ça devait être en 73, enfin dans ces eaux-là, où à la belle 73, c'était le sommet des non-alignés, etc. Le marché Clozel, la rue Charras. Il y avait deux cadres supérieurs que je nommerai pas. Deux cadres supérieurs, راحوا يحلوا la malle تاع la R16 يجبد من la malle هذه كازو تاع البصله وعطاها له كل اللي عطا له مش عارف كنز تاع واش يا محمد سيدي c'est 1 million pour l'individu, c'est 1 million. Mais c'est systémique. La preuve, nous avons de nouveau, c'est connu dans le monde entier, dans les produits agricoles, vous avez toujours, vous avez l'Union européenne, elle s'est faite pour essayer justement d'éviter ces problèmes. Mais pourquoi est-ce que l'Union européenne réussit? Parce que par ailleurs, il y a un système de fluidité. Ici, par exemple, vous ne pouvez pas, dans certaines régions du pays, laisser des marchandises circuler. Vous ne pouvez pas, parce qu'il y a des règles interwilayales. Donc, en Europe, ils règlent ce problème par la fluidité. Nous le réglons par l'intervention bureaucratique. Ce n'est pas jouable, parce qu'il y a un degré... Je ne suis pas en train de dire que cette intervention... au départ, il y a une volonté de nuire. Il n'y a jamais de volonté de nuire au départ. Il ne faut pas du tout croire que c'est un plan, que c'est planifié pour esquinter l'économie. Non, non, pas du tout. Mais il y a un degré, il y a un délai de latence. C'est-à-dire quand il y a un problème, quand vous avez de la fluidité, il se résout par lui-même. Vous pouvez intervenir plus tard, mais quand vous attendez l'intervention bureaucratique, le problème et l'intervention elle est toujours hors de propos. Donc,
Je disais tout à l'heure que c'est une chance pour nous, mais notre plus grand défi, c'est la régulation, c'est-à-dire comment apprendre à réguler sans intervention bureaucratique. Bon, ça, je vous garantis que c'est pas facile. Hein. C'est plus facile de trouver la solution à la multipolarité entre la Russie et la Chine et les États-Unis que d'apprendre à un bureaucrate de ne pas intervenir. Hein. Ça, c'est très, très compliqué. Ça. Vous avez d'autres questions? Il y a d'autres journalistes qui souhaitent poser d'autres questions? Vu le retard d'1h30, j'ai épuisé les troupes avant même que d'arriver. C'est déjà l'heure de la charba, de la zlebia. Tout le monde est pressé de rentrer pour préparer sa charba. Donc moi je voulais revenir sur, dans ces cas-là, donc il faut des décisions politiques pour arranger la situation et rétablir l'ordre. Vous savez, au niveau international, comme au niveau national, vous ne pouvez, dans des crises, face à des crises, vous ne pouvez faire face à la crise que si vous proposez, par exemple au niveau international, à l'ensemble des pays, un pacte social dans lequel tout le monde se retrouve. Et si les gens acceptent, vous avez la légitimité de faire la réforme internationale. Idem dans chaque pays. Ce que nous constatons en France, puisque nous sommes liés encore génétiquement à la France, si les gens sortent dans la rue, c'est que le pacte social n'a pas été renouvelé. Et donc, vous avez à ce moment-là une difficulté à mener des réformes. Donc c'est partout. Et quand vous avez des difficultés à mener des réformes, la loi ne vous protège pas. Pourquoi ? Parce qu'il y a à ce moment-là une contradiction entre la légalité et la légitimité. Donc dans des moments très compliqués comme celui-là, vous devez absolument faire en sorte que légalité et légitimité aillent de pair. Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on peut dire d'une certaine façon que la Russie et la Chine gagnent par rapport aux États-Unis? C'est qu'on voit très bien qu'en Russie et en Chine, la légalité et la légitimité vont dans la même direction. Il n'y a pas de remise en cause des États. Ce n'est pas parce qu'ils sont dictatoriaux, hein, pas du tout. Quand les peuples ne veulent pas, ne veulent pas. Hein, il n'y a pas de dictature qui tienne. Par contre, aux États-Unis, on le voit bien, il n'y a plus de légitimité. Évidemment, le président Biden est légal, mais il n'est plus légitime, puisque le peuple et une partie des élites le remettent en cause. On le voit en France, nous commençons à le voir même en Suisse. Vous avez une grève en Suisse allemande, mais ça n'existe pas, des grèves en Suisse. Surtout la partie allemande. Les Allemands ne font pas la grève. Quand les Allemands commencent à faire la grève, c'est que c'est fini. Ils ne croient plus dans la légitimité du régime. Donc ça, quand on parlait de régulation, c'est un élément très important. La loi ne suffit pas. Il faut la légitimité populaire, sinon il n'y a pas de possibilité de réforme ni de nouvel équilibre. Surtout dans cette période, on va dire, de déstabilisation absolue. Ça, c'est très très compliqué. Et cela étant, honnêtement, dans des moments pareils, il faut, bien sûr, pour avoir la légitimité conduit à la remise, non pas au pas du peuple, mais à la remise au travail de la force ouvrière, de la force de travail. Tout à l'heure, je vous disais que la mondialisation signifiait la mise en esclavage de la grande majorité de la population. Aujourd'hui, il faut redonner confiance à la majorité de la population, et on peut parler de l'Algérie, par la valorisation juste du travail. Et ça, pour le valoriser, il faut bien le payer et revenir donc à l'équation générale des prix. Il faut que tous les prix aient un sens. Pardon, je vais terminer. Je veux dire, chez nous, vous pouvez fermer toutes les frontières que vous voulez. Mais si le blé, si le prix du pain est aussi bas, vous aboutissez toujours à une aberration. Les gens utilisent le pain pour essuyer la table, ils utilisent le pain. Le pain, c'est quoi? C'est du blé récolté
qui passe par des machines, qui passe par des bateaux, etc. Vous payez des droits de douane, etc. Quand il arrive ici, il passe par le four, il passe par des moulins, il passe par le four, donc il consomme du gaz, il consomme du fioul, etc. Et à la fin, vous essuyez avec une table. Ça veut dire c'est quand même moins cher de produire des serpillères. Oh là là, il y a qu'on ouvre le pain, on enlève le baba, ça c'est l'équilibre des prix. Les prix n'ont plus de sens. Et c'est moins cher de prendre un billet de banque de Mshiber. Oui. Et évidemment, ça sert en aliment du bétail, mais aussi ça va dans les autres pays. Quelles que soient les frontières que vous mettez, ça ira au Niger, ça ira en Tunisie, ça ira au Maroc, Inch'Allah, des réfugiés, des miradors, etc. C'est comme ça. Parce que c'est comme l'eau. Vous savez, l'argent, l'eau, les marchandises, tout ça, c'est du liquide. D'ailleurs, l'argent, on l'appelle le liquide, tout ça, c'est des liquidités. Rien n'arrête les liquidités, rien. Vous pouvez mettre n'importe quel mur que vous voulez, le maïfout, il faut, c'est comme ça. Donc, si par contre, vous avez un équilibre des prix, pourquoi est-ce qu'on jetterait du pain qu'on paierait, je dis n'importe quoi, à 50 dinars la baguette, on ne le jette pas, ça devient de l'argent. Ça devient kiff pour l'essence. Vous avez des tas de gens, ça lui coûte 200 dinars. Mais vous vous rendez compte, 200 dinars. Il y a l'essence, il y a 200 dinars, il y a des accidents, il y a etc. C'est une catastrophe. C'est l'équilibre général des prix. Ici, vous avez aujourd'hui beaucoup de maisons. Il y a notre sabah, il y a le gaz. On la met de fait. On la met de fait. مرة ساعات فوق كسرونة ساعات ريان دوتو ساعات يشعل الكارو ساعات سا كوت ريان يشعل الضوء سا كوت ريان ما نهضركش même pas على الكونتور تاعو من ناحية si vous revenez à l'équilibre des prix tout a un prix ça. C'est un prix, ça. Ce prix-là, d'abord, c'est le travail de la terre qu'il faut respecter, c'est le travail de nos ancêtres, c'est le travail de nos biceps, le basra, ça coûte de l'argent, ça a l'air bête ce que je dis, hein. Mais l'économie, c'est bête. Hein. L'impact sur la bourse et la valeur de dinar, la valeur de la monnaie, d'une manière générale, je voulais dire. La valeur... Vous savez, la monnaie, il n'y a plus de lien entre la monnaie et l'or. Hein. Si vous voulez me poser la question sur l'or, qui est une autre question, mais bon, la monnaie, ce que vous mettez sur un billet de banque, c'est un degré de confiance. Point. Tant que vous avez confiance sur un billet de banque, il est valable. Si vous n'avez plus confiance, il ne vaut rien. Ce qu'on appelle le bank run, c'est-à-dire quand les gens se précipitent, c'est qu'ils n'ont plus confiance. Alors aujourd'hui, nous sommes à un problème qui est celui de l'or. Parce que les gens ont pour habitude d'acheter de l'or. L'or, normalement, aujourd'hui, l'or est à peu près à 1900, près de 2000 $, mais il devrait valoir beaucoup, beaucoup plus. Il ne vaut pas plus. Tout à l'heure, je vous parlais de l'ultra-financiarisation du monde. Quand vous allez dans une banque acheter de l'or, une banque occidentale, ici, on n'est pas dans ces cas de figure, vous dites, je veux investir en or. Ils vous vendent de l'or papier. C'est-à-dire, ils vous disent, oui, vous avez sur votre compte 1000 $ ou $1 million d'or. Mais cet or, ce n'est pas de l'or physique, c'est de l'or papier. Au jour d'aujourd'hui, vous avez 500 fois, hein, vous avez 500 fois plus d'or papier que d'or physique. Si tous les détenteurs d'or papier se présentent à la banque et disent on va avoir notre or physique à théorie, ils ne pourront pas. Vous avez à ce moment-là une perte de confiance totale dans les banques qui ont émis leur papier. Là, vous êtes sûr d'avoir une crise systémique. Ce n'est pas vrai que pour l'or, c'est vrai pour la plupart des matières premières, le pétrole, le nickel. Dernièrement, la banque la plus puissante du monde, qui est JP Morgan actuellement, je parle de banque, je ne parle pas de fonds,
elle a voulu retirer physiquement du nickel à Londres. Hein. Le nickel n'existait pas. Je parle du nickel, je ne parle pas d'argent hein, ou d'or. Hein. Elle s'est rendue compte que la société de garantie des métaux, eh ben, elle aussi, elle émettait des garanties papier et non pas des garanties physiques. Ça, c'est des crises systémiques en gestation. Hein. Donc la valeur de la monnaie là-dedans, je reviens, tant que les peuples ne remettent pas totalement en cause la légitimité et la légalité des dirigeants, ça tient, tant bien que mal. Mais tant bien que mal, on voit bien qu'il y a des pays où ça tient de moins en moins bien. La Tunisie, par exemple. Mais la Tunisie, tant qu'il y a l'Algérie à côté, elle ne s'effondrera pas totalement. Les Tunisiens en sont conscients. Ils savent que les Algériens ne lâcheront pas. Alors que les Américains et les Français veulent qu'elle s'effondre. Mais l'Algérie n'a aucun intérêt. Il faut payer le prix qu'il faut payer, hein, ça c'est clair. Hein. Il s'effondre, oui, donc la valeur de la monnaie, c'est d'abord la confiance quoi, que vous avez dans vos dirigeants. Moi, j'avoue, quand j'étais gouverneur très peu de temps, mais à l'époque, les réserves étaient négatives. Hein, elles étaient négatives. C'est-à-dire qu'on affichait 400 millions de dollars de réserves, alors qu'en réalité, on était en négatif d'1,5 milliard. Pourquoi? Parce qu'il y avait les comptes devises des citoyens étaient de 2 milliards. Ça veut dire que les citoyens faisaient confiance. Ils nous ont sauvé la face à l'État algérien. Les citoyens algériens ont sauvé la face à l'État algérien. Ils n'ont jamais perdu la confiance. Jamais. Augmentation des prix. En 1990, le prix du pain est passé de 30 centimes. Je connais ce centimes million. Stade d'euro. Il est passé de 30 centimes à 9 dinars. Le prix du pain a été multiplié par 30. Je mets en défi tout le monde. Pour ceux qui ont vécu cette période, ceux qui ne l'ont pas vécu, c'est passé comme un cachet à la poste. C'est pas pour les voler, c'est le prix du pain. Il faut faire confiance aux gens. Et nos réserves aujourd'hui? On n'a jamais été aussi riche. Ce n'est pas un problème de réserve. Il y a une seule chose qu'il faut poser. La seule question qui compte. Est-ce que nous vivons du fruit de notre travail? Ce n'est pas vrai. Nous ne vivons pas du fruit de notre travail. Donc nous sommes en fragilité absolue, mais relative. Et s'il n'y a pas de pétrole, ça va être l'horreur absolue, mais relative. Pas d'alternative. Pas d'alternative. Il n'y a pas d'alternative au travail. Au pétrole, on n'a pas d'alternative au pétrole. De créer non, il n'y a pas d'alternative au travail. Oui. Le pétrole, personnellement, j'ai toujours rêvé d'un pétrole à 15 $. Parce que plus le pétrole est bas, et plus on bosse. Je vous signale qu'en 90, le pétrole était à 10 $. C'est ça qui a fait qu'on a bossé comme des fous. Oui. Comprenez? Aujourd'hui, à Oxford, il y a un groupe d'études sur les... Pardon de parler de ça, je ne devrais pas par modestie, comme dirait l'autre, mais ils ont découvert les cahiers des réformes, qui sont une série de cahiers algériens, publiés par l'ENAG, sur les réformes algériennes. Ils ont créé un groupe pour les étudier, parce qu'ils ont dit, mais c'est le seul pays, l'Algérie est le seul pays qui a... qui a imaginé des réformes uniquement avec des Algériens. Et donc c'était essentiel pour eux, dans tous les pays du monde. On sait très bien en France, les derniers scandales avec McKinsey. Dans tous les pays du monde, on a recours, toujours McKinsey, Arthur Doolittle, etc., tous ces grands cabinets. À l'époque, c'était des cadres algériens. Ils te le montrent en avant, chacun fait un papier, tout n'est pas toujours très bien, ni parfait, etc. Mais c'était un effort d'ingénierie. Si on veut, il faut toujours faire la même chose, c'est-à-dire faire appel les Algériens.
قال اعطيني رايك اعطيني رايك on écrit on compare etc. بون اليوم اليوم مشكله اللغه واش من اللغه نستعملوها هذيك حاجه اخرى باش كان نستغرب ساعات نهضر مع واحد شبان والله ما نكذبش عليكم ما كان لا عربيه لا ما يهمش il y a toujours des élites qui savent s'exprimer dans une langue. Il n'y a pas de solution. Le pétrole n'est pas une alternative. Bien sûr, il y a du phosphate dans ce pays, il y a du cuivre, il y a tout, il y a même des terres rares, même de Bakbera. Tout ça, c'est des mauvaises nouvelles, ça. Ce n'est pas des bonnes nouvelles, ça, c'est des mauvaises nouvelles. La bonne nouvelle, c'est que, regardez l'Iran, الحصار الكبير على إيران, الحصار ولا نهضروا على Cuba. Ce sont des pays qu'on a enfermés dans des prisons. Ben, ils se sont mis à travailler. C'est le seul secret. Il faut nous espérer un auto-hissar. C'est-à-dire qu'on se décide enfin à ne plus rêver, quoi, à travailler. On vit dans le rêve, le pétrole, c'est du rêve. Et c'est pas normal, ça. C'est pas normal. C'est pas normal. Tout à fait, donc... Par contre, j'ai un chantier, je vous assure que j'arrive pas à trouver des 20 ans de chantier, on n'est donc pas dans la moyenne, mais je n'arrive pas à trouver d'ouvriers. Mais ما يحبوش يخدموا. علاش ما يحبوش يخدموا؟ Parce que c'est un système rentier. La sécurité sociale, le chômage, le business, c'est tout un système qu'on a mis en place. C'est pas normal un système où il y a que les femmes font le double emploi et les hommes zéro emploi. C'est pas normal ça. Pardon messieurs les hommes s'il y en a. Donc merci beaucoup monsieur Hadj Nasser. Je crois qu'on a épuisé le temps par force du retard. Merci tout le monde. Voilà. Et on vous retrouve demain pour le Forum de la mémoire. Merci. Bon, merci de censurer ce qui est censurable.